Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission des Pincées de l'info. Enfin, on se retrouve en plateau ici. Et aujourd'hui, revenons sur le mouvement social contre la réforme des retraites et voyons si les manifestations ne sont en fait pas une révolution. Et aujourd'hui, pour nous éclairer, Alexia Goudjemos, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste mais également sociologue du numérique et dernièrement, vous avez sorti un livre, Le guide de survie digitale. Et aujourd'hui, vous allez nous éclairer notamment sur ce qui se passe actuellement en France. Il y a aussi cet impact sur les réseaux sociaux, on pourra en parler par la suite. Et pour justement analyser la qualification du mot révolution, je vais d'abord le définir, donner les deux définitions du Larousse qui sont intéressantes. La première définition, c'est est violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit dans un groupe quand un groupe se révolte contre les autorités en place et prend le pouvoir. Et la deuxième définition, c'est le changement brusque d'ordre économique, moral, culturel qui se produit dans une société. Mais pour commencer, je voudrais connaître votre définition de la révolution. Alors, révolution, c'est pas forcément révolution sociale, on pense évidemment révolution française, mais vous avez révolution esthétique, révolution numérique, ça induit une évolution. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre évolution et révolution? Ce petit R qui va faire toute la différence et qui est, de mon point de vue, dans justement cette prise de pouvoir. On a vécu là une série de mutations génératives très importantes et fabuleuses à étudier depuis les Gilets jaunes, mais bien avant. Et c'est tout ce terreau conversationnel qui est intéressant aujourd'hui d'étudier en essayant d'avoir un peu de recul, puisqu'en fait, on vit les événements à chaud de l'info, l'info chaude, et on essaye un petit peu de prendre du recul, mais et tout en essayant de deviner ce qui va advenir. Tout d'abord, on va faire un peu de prédiction, un peu de retour. On va également aborder le sujet des gilets jaunes. Mais déjà, est-ce qu'une révolution, est-ce qu'on peut la définir au moment T des événements ou il faut toujours attendre un petit peu pour réussir à l'évaluer? Il faut attendre. Attendre. Il faut attendre, c'est le recul qui, avec aujourd'hui la rapidité de l'information, nous invite finalement à se poser les questions plus tôt, puisque on a des tableaux de bord, on a des outils numériques précisément qui nous permettent de faire des analyses pointues, et aussi d'anticiper, donc ces analyses prédictives. C'est les bad buzz, hein, c'est comment est-ce qu'on analyse tout ça, où il y a des scénarios que l'on peut imaginer, mais pour autant, est-ce qu'on peut prévoir une révolution? Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on vit aujourd'hui est une révolution? C'est un peu tôt. On verra en tout cas d'ici quelques instants comment on peut aussi comparer avec les événements qui sont déjà passés. Mais je voudrais revenir du coup sur les revendications à l'heure actuelle. Dans ce mouvement social, il y a plusieurs revendications lors de ces manifestations. Au départ, on voulait juste faire passer l'âge de la retraite à 64 ans et justement aller contre ce passage. Mais il y a eu ce passage en force justement par le 49.3 avec Elisabeth Borne. Puis s'est installé le SNU également chez les jeunes. C'est vraiment ce cumul de tout ça qui fait que les gens aujourd'hui descendent dans la rue? Alors c'est une succession d'événements. En fait, il y a eu je veux dire que ça a quand même commencé avec les Gilets jaunes, avec ce changement de vitesse, hein, là, les interdictions plus de 90, qui semblait anodin. Et puis finalement, on peut dire que ça a commencé à nourrir le brasier. Ouais. Et ensuite, chaque événement vient apporter son terreau de contestation. Quand vous me parlez de ces faits, moi je pense hashtag 64 c'est non, je pense au hashtag 49.3, hashtag évidemment réforme des retraites, et qui viennent nourrir des conversations de plus en plus virulentes. Et avec son lot de commentaires négatifs qui vient évidemment apporter une critique sévère du gouvernement. Et au départ, donc, c'est sûr qu'il y a juste ces syndicats qui sont impliqués lors de ces manifestations. Vous le disiez sur les réseaux sociaux, il y a forcément ça touche beaucoup plus de monde et donc ça amène beaucoup de diversité. Lors de revendications comme celle-ci, la diversité,
qu'est-ce que ça amène? Est-ce que c'est important également? Oui, et ça se quantifie. Alors, évidemment, on a le nom des manifestants. À chaque fois, on avait les yeux rivés sur le nombre de manifestants officiels, officieux. Mais ça se mesure aussi en nombre de commentaires et sur les réseaux sociaux. Et ce qu'il y a de notable et de là, pour ce qui s'est passé en 2023, c'est le nombre de prises de parole dans les débats. C'est-à-dire que, notamment sur Twitter et sur Facebook, les gens sont venus exprimer leur cas personnel et leur mécontentement dans un flux, des flux très variés que l'on a pu mesurer à travers différents thèmes. Et effectivement, ça fait masse. Et qu'est-ce que ça change de s'exprimer sur les réseaux sociaux et de descendre dans la rue? Alors, la grande force des réseaux sociaux, c'est qu'a priori, il n'y a pas de censure. C'est ce qui peut être la différence avec mai 68, où il était interdit d'interdire. Là, les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer. Hein, tout le monde peut rejoindre des courants et apporter, et ça se fait mécaniquement du point de vue de l'algorithme, ça vient nourrir on appelle ça des bulles conversationnelles, c'est-à-dire que les gens qui partagent un certain point de vue vont pouvoir assez facilement, du fait du paramétrage des plateformes sociales, rejoindre des communautés de pensée. Donc cela vient encore plus nourrir les mécontentements. Pourquoi ? Parce que quand on commence à s'exprimer sur quelque chose qui nous déplaît, le fait de savoir que d'autres personnes sont mécontents vient légitimer ce qu'on pense, etc. Donc là, c'est en train de faire boule de neige. Enfin, je préférerais, c'est pas du froid, on est plutôt dans du chaud. Mais effectivement, il y a un phénomène de viralité qui est à prendre en compte dans ce phénomène-là. Je voudrais aborder le sujet de la police. On pourra également parler de ces dires virulents et de ces actions faites sur les réseaux sociaux, mais celle qui est d'abord faite dans la rue. Justement, est-ce que les raisons des manifestations n'ont pas changé aujourd'hui, le 23 mai, après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines avec ces heurts qu'il y a eu? Alors, ce qu'il y a aussi à prendre en compte, sont les images, plus que jamais. Parce que ce sont des images qui tournent en boucle. La façon de les filmer, là on est à la hauteur sur ces images, on est à la hauteur de manifestants. Hein. Les scènes de baston qui choquent, évidemment, vont orienter, vont avoir une importance encore plus importante plus forte qu'autrefois. Alors ça passe par la télé, oui. Et, évidemment, elles ont leur rôle, mais on va les retrouver aussi après circulant en boucle, et ça va venir formater les points de vue et les prises de position. Il y a un vrai formatage de la part des images sur Twitter notamment, qui est le réseau social où ça a le plus d'impact. Alors, c'est sûr que les bastons vont gagner en viralité beaucoup plus qu'un policier qui viendrait relever un manifestant. Alors, c'est le gros défaut, c'est le problème que la violence va susciter plus de réactions. Et ce qui fait que même visuellement, les manifestants le savent très bien, ce qui fait que une manifestation qui ne va pas produire un feu de poubelle sera presque une manifestation qui n'a pas d'image, donc qui sera passée à côté de ses objectifs. Et les gens aujourd'hui les jeunes, je voudrais qu'on aborde ensuite le sujet des jeunes, vont en manifestation justement pour ces violences ? Pour les effets de fumée, pour le spectacle. Et ces images spectaculaires, particulièrement choquantes au moment des Gilets jaunes. Oui. On a vu effectivement jusqu'où ils étaient allés, mais je pense cette porte de la mairie de Bordeaux qui flambe, aujourd'hui, tous les jours, des gens viennent faire des selfies devant cette porte qui a brûlé.
Donc les images ont un poids, c'est évident, et donc on est, en tant que journaliste, on ne peut être que responsable aussi de ce qu'on véhicule par là. Évidemment, c'est vrai que les images de violence sur les réseaux sociaux fonctionnent beaucoup, et mobilisent sans doute les jeunes qui sont hyper présents sur les réseaux sociaux. Et je voudrais qu'on écoute Xavier et que vous réagissiez à ses propos juste après. J'ai fait quasiment toutes les manifs, là je pense que les jeunes qui sont là-bas, là, ils lâchent rien. Les jeunes qui sont là-bas ne lâchent rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors, les jeunes, pour revenir encore à cette étude que j'ai pu mener sur ces mouvements contestataires, c'est la majorité, des conversations sur les réseaux sociaux, les moins de 34 ans sont majoritaires. Donc, ils sont à la fois actifs sur le terrain, ils ne lâchent rien, c'est la force vive, c'est, on va dire, les étudiants, on a cette image de mai 68 qui aurait, ce serait la force vive qui aurait raison de se battre. Ça se retrouve aussi, ça se mesure aussi sur les commentaires que l'on va trouver sur les plateformes dont ils sont consommateurs, à savoir YouTube, Twitch, Snapchat, TikTok et autres. Et qu'est-ce que ça représente, l'arrivée de ces jeunes dans ce mouvement social? Alors, c'est arrivé ils sont arrivés dans un deuxième temps. Effectivement, ça a été un tournant, puisque là, on a tout de suite fait le parallèle avec mai 68. On se dit que là, la révolution était en marche. Ils ont été très réprimandés pour leur participation. Et puis, il y a eu le bac qui était en question. Ils ont pris des risques. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme risque, justement? De ne pas y aller, d'être boycottés, etc., d'être aussi sanctionnés par les écoles, de sacrifier leur carrière. Il y a eu les syndicats qui se sont mobilisés aussi. Alors, ça a été un tournant, mais il y a eu cette trêve des 100 jours et ce mois de mai qui est venu calmer, venez calmer les ardeurs de tous. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont un objectif peut-être, celui de faire céder le gouvernement? Ils sont directement concernés par cette réforme. Ils savent très bien que c'est leur carrière professionnelle, la longévité. Et ce qui est intéressant, ce qui se mesure aussi, ce qui s'écoute, puisqu'on peut écouter sur le web, c'est le rapport de la qualité du travail. C'est-à-dire cette révolution, finalement, elle a comme résultat une vraie réflexion philosophique sur la qualité de vie et le rapport au travail. Et ça, ce sont les jeunes qui l'impulsent parce qu'ils ont 40 ans devant eux et ils se posent les bonnes questions. C'est les jeunes qui peuvent faire changer les choses. C'est eux qui... Voilà. Alors, effectivement, il y a pluralité dans les... il y a aussi des personnes, des retraités, il y a toutes les classes sociales sont représentées lors de ces manifestations, mais effectivement les jeunes portent encore plus légitimement, je dirais, la question de cette durée de vie au travail et qualité justement. Donc les jeunes légitimisent également ce mouvement. Tout à fait. Et les jeunes, ils disent beaucoup de choses. Ils disent notamment une chose, c'est la liberté d'expression. Alors la dame qui m'en a parlé, c'est pas une jeune, c'est une dame qui doit avoir une quarantaine d'années. Je voudrais qu'on l'écoute parce qu'elle est venue vers moi ce jour-là et elle m'a dit: est-ce que je peux m'exprimer? Je lui ai dit oui, allez-y. On n'est pas en démocratie. La première des choses en démocratie, c'est la liberté de circuler, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Et là, on l'a pas parce que dès qu'on circule, dès qu'on s'exprime, dès qu'on pense contre Macron, on est gazé. Liberté de circuler, liberté de conscience, liberté d'expression. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français ont perdu ces libertés? En tout cas, ils ont le sentiment que cela se rétrécit. Parce que
de circuler, ça c'est sûr, en tout cas dans Paris, de s'exprimer. Ils ont toujours les réseaux sociaux, mais on sait qu'Elon Musk sur Twitter peut accréditer tel compte et pas d'autre. Absolument. Trump a réhabilité, etc. Donc, puis le Twitter Blue est venu se mettre par là aussi. C'est ambiant, ça devient payant en plus. Oui. On va avoir le petit certificat, la petite pastille bleue. Là, la polémique est née de l'expression gazé que cette femme a utilisé. Effectivement, donc là, il y a eu... Gazer, c'est recevoir du gaz lacrymogène. C'est ça, voilà. On connaît historiquement ce à quoi ça renvoie. Ça fait référence. C'est le jeu de la manifestation. Les forces de l'ordre ont très bien œuvré sur le terrain. Je pense qu'ils ont acquis une certaine expérience des gilets jaunes. Et effectivement, là, dernièrement, ils ont su travailler les flux, les réorienter, empêcher les débordements de façon très habile. Et effectivement, cette manifestante a raison. Il y a eu une expérience prise en compte qui a évité vraiment des mouvements... monumentaux, quoi. Ouais. Pour remettre dans le contexte, cette manifestante s'était fait gazer dans une bouche de métro, donc c'était assez impressionnant. Deuxième chose, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux lors de ces manifestations, est-ce qu'elle n'est pas à sens unique, c'est-à-dire juste contre la police, mais un peu comme ce qui se fait ressentir lors des manifestations en extérieur? Il y a en tout cas un contrôle. La police a acquis une compétence dans ce domaine qui est très, très professionnelle, très au fait, etc. Et effectivement, ils savent faire de la veille et contacter les personnes et ficher les personnes, etc. Donc il y a un travail d'enquête qui est fait, ce qui peut en effet laisser le sentiment d'un flicage numérique qui est réel. Je vois que vous avez beaucoup envie de parler de mai 68, alors on va y aller. On va y aller. Retour donc en 1968 au mois de mai. On se souvient, c'est peut-être le plus gros mouvement social en France après la Révolution française. Justement, est-ce que ce n'était pas une révolution? Mais je voudrais revenir d'abord sur votre... il est interdit de dire. Expliquez-nous ce que ça veut dire, vous l'avez dit tout à l'heure. Interdit d'interdire. Bon, il y avait... le mai 68, c'était aussi après-guerre, le Vietnam, etc. Enfin, je ne veux pas revenir sur le contexte historique. Le contexte historique était quand même différent. Bon. Là, ça a duré très longtemps. Il y a eu des pénuries d'essence. Le pays était paralysé, ce qui n'était pas le cas là au début des manifestations. Donc effectivement, il était européen, il était plus mobilisateur. L'industrie, les ouvriers, les étudiants, donc on n'y est pas, je pense. On n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Vous avez dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est que les jeunes peuvent faire changer les choses, c'est presque les seuls à pouvoir les faire changer. Cette génération de mai 68, ceux qui avaient entre 18 et 25 ans, ont réussi à faire changer les choses, eux? Alors, ce qu'ils ont fait et qui trouvent un peu des relais aujourd'hui, c'est cette campagne d'affichage de mai 68, justement, avec tous ces slogans. Oui. Là, ils avaient compris la force de l'image. Ce qui est drôle, c'est qu'on est vraiment à 50 et plus. 55 années de plus. On a célébré gentiment les mai 68. Et cet anniversaire nous a laissé penser qu'effectivement, ça pouvait revenir.
Lorsque je me suis rendu en manifestation ces dernières semaines, j'ai échangé avec pas mal de gens. C'est le principe d'aller en manifestation pour récolter des informations. Et certaines comparaient ce mouvement de la réforme, de cette lutte contre la réforme des retraites à celui de mai 68. En quoi ces manifestations se ressemblent? Alors, les voitures incendiées, il n'y a pas eu de barricade. Non, il y a eu une vraie volonté de faire changer les choses. Alors, c'est là où on peut parler de révolution, c'est qu'il y a besoin de changer de regard sur la société, changer de paradigme. Et ça, vraiment, c'est dans les deux cas, c'est réel. C'est basta. Ras-le-bol, ras-le-bol d'être instrumentalisé, ras-le-bol d'être pris pour des boutons, et donc une sorte de revendication à une forme de liberté de vivre, tout simplement, enfin, sans oppression. Mai 68, au départ, c'est des jeunes, puis les adultes plus âgés sont venus dans le mouvement. Là, c'était des adultes plus âgés qui ont commencé, puis des jeunes qui sont venus. Les jeunes changent réellement les choses dans les mouvements, amènent de la violence plus que les adultes qui sont trentenaires, quarantenaires le font. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'ils amènent plus de violence. Les Black Blocs ne sont pas spécialement des jeunes. Enfin, je ne connais pas leur profil. Ils ont entre 16 et 25, 26 ans. Oui, bon, donc ils sont jeunes. Mais je pense que les jeunes ne sont pas forcément violents par nature. Je pense que c'est plutôt des groupuscules. Mais s'ils n'existaient pas, il n'y aurait pas ces manifestations spectaculaires qui feraient qu'on a l'impression que ce mouvement existe. Et plus c'est spectaculaire, plus ça fait changer les choses ou pas? Oui, forcément. Forcément, il y a cette pression de l'opinion publique, cette pression de l'image qu'il n'y avait pas en 68, quand même. Le pays était paralysé. Là, cette fois-ci, c'est pas le cas. Oui, ça continue de vivre, il y a de l'essence, Voilà. il n'y a pas de Non, problème. mais en revanche, quand les pompes ont commencé à fermer, quand les éboueurs On commence à se mettre en grève. et que c'est devenu spectaculaire, c'est-à-dire que quand le roi Charles, futur roi Charles, a renoncé à sa visite À Paris. à Paris, là, il évoquait les poubelles. Et donc là aussi, il y avait une question d'image. Mais il y avait beaucoup de choses à faire brûler du coup à ce moment-là. Oui. Et la violence en manifestation, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça a changé en 68, le fait que le mouvement soit violent? L'envoi de pavés, la découverte de la plage sous le pavé. Non, le ras-le-bol est le même, je pense. Ça n'a pas changé depuis 1968. Ça n'a pas changé. Non, je pense que les Français aujourd'hui sont exaspérés, sont à bout, qu'en plus il y a l'inflation qui vient comme une brique supplémentaire, chose qu'il n'y avait pas en mai 68. La violence est la même. Voilà. Sauf qu'effectivement, ils ne balancent pas S'ils balancent des pavés. Ils balancent des pavés? Ils balancent des pavés. On y est quand même. Oui, je me souviens sur la place de la Nation. Le 1er mai, c'était très violent. Et ça a rappelé aussi un petit peu ce qui s'était passé lors de ce 1er décembre 2018 sur les Champs-Élysées, où là, ça avait été très très violent. On se souvient de l'Arc de Triomphe notamment. Et juste un dernier chiffre. Avant d'aller sur les Gilets jaunes, je voulais vous donner ce chiffre. En 1968, le record d'affluence en manifestation, c'était 10 millions de personnes. Aujourd'hui, pour cette lutte contre la réforme des retraites, seulement 3,3 millions. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres? Est-ce que justement les 6,7 millions de personnes qui manquent, c'est des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux? Alors, tout le monde n'est pas allé manifester. Attention, c'est pas parce que le chiffre est moindre que le mécontentement n'est pas plus supérieur. Il y a des gens qui ne sont pas allés voter et qui sont un peu désespérés, qui sont aussi hors système.
il y a, j'ai plus le chiffre, mais il y a le pourcentage de personnes qui ont entre 55 et 65 ans qui n'ont pas de travail, donc qui ne sont pas au chômage, et qui, eux, disent de toute façon, ça ne changera rien, c'est fichu, etc. Bon, ils existent, ils ne sont pas allés manifester. Donc je pense que il faut relativiser aussi ces chiffres. Ouais. Ça ne diminue pas pour autant ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ce que les gens veulent revendiquer. Mm, mm. Finissez. Vous aviez un dernier Non, truc c'est à vrai dire que le pays a été bloqué en mai 68. Oui, Là, on y a échappé de justesse. absolument. Alors que pour les Gilets jaunes, il avait réussi à être, Oui. à être bloqué. Et le Covid est venu comme comme un canadair éteindre tout ça. Mm. Et on y arrive sur les Gilets jaunes. Est-ce qu'on, en parlant des Gilets jaunes, on peut considérer la lutte contre la réforme des retraites comme une suite logique? Parce qu'il y en a beaucoup qui le disent ça, que c'est une suite logique. Je le pense aussi. Oui, Je le pense aussi. En fait, encore par rapport à une analyse sur le numérique, un bad buzz naît toujours de braises. Et on peut dire que finalement, les gilets jaunes ont laissé des braises, des traces qui sont, ou des cicatrices à vif, qui sont susceptibles d'être ranimées à tout instant. Donc là, il y a eu... la réforme est passée. Il y a eu ce mois de mai où personne n'a travaillé. Et donc, on a l'impression, on va dire, c'est la trêve des 100 jours, on a l'impression que tout ça est derrière nous. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que toutes ces animosités, cette révolte peut ressurgir à tout instant. Et que finalement, ce n'était qu'une étape vers ce qui va advenir et qui pourrait effectivement être plus violent. donc on n'est pas encore sur la même intensité que ce qui s'est passé lors du mouvement des Gilets jaunes en 2018 et 2019. Non, c'était. Alors, en plus, sur les réseaux sociaux, vous aviez le hashtag Gilets jaunes. Et ce hashtag, sans qu'on ait de figure emblématique qui portait le mouvement, ce hashtag a fédéré les conversations et là aussi qui a enflammé les réseaux sociaux. Là, on a retraite, on a réforme des retraites, on a régimes spéciaux, on a 64, c'est non, on a 64 ans, c'est toujours non. Oui. Voilà, donc en fait, c'est multiple. Pour autant, le nombre d'informations contestataires, quand on analyse l'ensemble des... alors, on a des outils, ce qu'on appelle des outils de social media listening, d'écoute du web. Oui. On a balayé toutes les conversations, 130 millions de sources web, pour finalement voir que... alors, la majorité des... Enfin, on a un taux de commentaires négatifs, un taux de commentaires neutres et un taux de commentaires positifs. Bon. Okay. 65% sur réforme des retraites, ce sont des commentaires négatifs. On comprend, hein. Et quand on analyse ces commentaires, on se rend compte que 55% viennent de femmes. Donc, il y a aussi ces contestations qui sont noyées dans le bruit, dans le brouhaha, etc., qui sont pourtant des vrais débats qui sont la situation des femmes, la retraite minorée, etc., qui font partie maintenant du débat public et dont on va... qui viennent se mêler aussi. Qui viennent se mêler et dont on va en reparler. Et ce mouvement des Gilets jaunes, il avait amené beaucoup de médias numériques. C'est le début de Brut, c'est le début de Le Média, justement. Tous ces médias ont explosé vraiment au moment des Gilets jaunes. Donc, c'était le premier, je dirais, les premières contestations sociales sur les réseaux sociaux. On se souvient de ces personnes qui faisaient des lives Facebook pendant des heures également à ce moment-là. C'est toujours le cas, mais comme vous l'avez dit, c'est plus dispersé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un hashtag central qui regroupe toutes les informations. Maintenant, sur les personnes qui sont impliquées dans le mouvement, est-ce qu'on retrouve les mêmes personnes que lors des Gilets jaunes
ou est-ce que c'est des personnes différentes qui viennent pas forcément du même milieu social que celui des Gilets jaunes? Bon, alors là, c'est plutôt les syndicats qui étaient en première ligne, contrairement aux Gilets jaunes, hein, où on a cherché désespérément des figures de proue. Hein. On sait très bien que c'est des personnes défavorisées en région, plutôt ouvriers pour Gilets jaunes, et que là, ce qui se passe, ça concerne tout le monde, et plus particulièrement les jeunes. Ouais. Voilà. Donc effectivement, le tissu social est différent, mais il se nourrit aussi de cette première vague, je dirais. Le tissu social est différent, mais les intentions sont presque les mêmes. On se souvient en 2018-2019, les Black Blocs, les Gilets jaunes avaient dit, et c'est pour ça qu'ils s'étaient rendus sur les Champs-Élysées, qu'ils voulaient prendre le palais de l'Élysée. Ça ne s'est jamais fait. Il y a une interview de Black Bloc réalisée sur Combini qui dit, moi pour l'instant, je ne suis pas prêt de prendre l'Élysée. Est-ce que cet acte de prendre l'Élysée, donc vraiment, c'est encore plus haut que la place de la République ou que la place de la Nation, est-ce que ça serait un acte révolutionnaire de faire ça? Un 14 juillet, une prise de la Bastille. Alors, il est sûr que le 14 juillet 89, en fait, tout avait commencé en janvier 89. Donc, tout s'est pas fait immédiatement. On a cette date, évidemment, qui est la date de notre fête nationale. Ça a commencé avec une protestation entre jeunes nobles et puis jeunes du tiers-état pour une journée ça s'appelait là la journée des bricoles. Donc ça commençait gentiment et puis c'est monté en puissance jusqu'à cette fameuse prise de la Bastille. Mais on sait très bien qu'il n'y avait rien de spectaculaire à la prise de la Bastille. Il y avait quelques prisonniers. Donc je ne vais pas refaire l'histoire. Ouais. Est-ce que l'équivalent de la Bastille serait l'Élysée aujourd'hui ? On a bien senti quand même que quand les manifestants étaient en face de l'Assemblée nationale, là il y avait une proximité qui devenait un peu dangereuse quand même, ouais. Parce que c'était très symbolique, surtout sur la place de la Concorde. L'Élysée est très protégée, ouais. On n'y a pas accès. Il y avait 12 camions de CRS. Oui, je pense que c'est rendu inaccessible. Oui. Et les Français seraient incapables de faire ça? Je pense pas. Ouais, je pense qu'ils ont bien... C'est une vraie forteresse. Plus que la Bastille à l'époque, je pense. Donc pour l'instant, on n'est pas encore sur une révolution concrète, mais on est sur des prémices. Depuis 2016 à au travail et surtout 2018 et le mouvement des Gilets jaunes. On est sur les prémices, c'est clair, hein, sur les mouvements contestataires. Et ce qui fait que c'est pas une évolution, une mutation et une révolution, c'est la prise de pouvoir. Là, la prise de pouvoir, on n'y est pas. Donc prendre l'Élysée serait un acte révolutionnaire. Serait un acte, ce serait pas... Mais ça serait pas, oui. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour que ça soit une révolution? On est très écoutés. Il y a une sorte de checklist. Non, ça va se jouer dans les urnes. Tout le monde va maintenant attendre la prochaine élection présidentielle. Les débats vont être animés et on est quand même dans un pays démocratique. Il se passera rien. On a 4 ans à attendre. Encore, même si le jeudi 8 juin, à l'Assemblée nationale, proposition de Lyotte pour de nouveau changer ce passage à la retraite de 64 ans. Ça peut se faire peut-être à ce moment-là, mais ça sera d'une manière différente. En tout cas, le mardi 6 juin, on attend des manifestations à Paris, des manifestations dans toute la France. Le jeudi 8 juin, proposition de loi pour Lyotte pour changer justement ce passage en force de la réforme des retraites. Et merci Alexia Djoumejo. Goudjemos, autant pour moi. À chaque fois dans mes émissions, il y a une faute de nom. Vous ouvrez votre musée du sourire le 3 juin prochain, c'est ça? Oui, musée du sourire qui était le premier musée virtuel au monde, que j'ai créé en 1996. Et là, j'ai trouvé dans Paris une ancienne fabrique de plumes Sergent-Major que j'ai transformée et qui va accueillir la collection de sourires dans l'art contemporain que j'ai constituée au fil de ces années. Et on s'y rendra, on vous rencontrera à nouveau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On rappelle, vous avez écrit le guide de survie digitale.
Et puis, moi, je remercie Natacha Louvois à la réalisation de cette émission. Merci pour les 3 dernières émissions également, Natacha. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt sur les pincettes de l'info. Évidemment, on aura le reportage de la manifestation le 6 juin prochain et une émission qui arrivera le 9 juin prochain pour débriefer la proposition de Lyotte et également ce mouvement contestataire de manifestation le 6 juin prochain. Bonne fin de journée à tous.